Dans la lumière crue d'un terminal d'aéroport grouillant de vie, une adolescente noire, Amara Johnson, est traînée hors de son siège de première classe par une hôtesse de l'air arrogante, Karen Holt, sous les regards moqueurs des autres passagers. Accusée sans preuve d'avoir volé son billet, Amara est humiliée publiquement, son innocence bafouée par des préjugés odieux. Quelques heures plus tard, cette même hôtesse découvrira, à ses dépens, qu'Amara n'est pas une simple lycéenne. Elle est la propriétaire majoritaire de la compagnie aérienne. Ce qui se passe à bord de ce vol ne changera pas seulement le destin de ceux qui s'y trouvent, mais ébranlera l'industrie aérienne tout entière. Si cette histoire d'injustice et de revanche vous touche, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en laissant un commentaire avec le mot « justice » pour exiger que de tels actes ne restent pas impunis. L'aéroport bourdonnait d'une énergie fébrile. Les annonces des haut-parleurs se mêlaient aux conversations des voyageurs pressés, leurs pas résonnant sur le sol lustré. Au milieu de cette foule, Amara Johnson, une jeune fille de 17 ans, se tenait devant la porte d'embarquement avec une assurance discrète. Ses longues tresses soignées encadraient un visage serein, et sur son épaule reposait un sac à dos noir tout simple. Dans sa main, un billet de première classe, marqué d'une encre audacieuse. Première classe. Vêtue d'un uniforme scolaire impeccable, chemise blanche, jupe à carreaux et baskets usées mais propres, Amara ressemblait à n'importe quelle lycéenne studieuse. Pourtant, ce que personne dans cet aéroport ne savait, c'était qu'elle n'était pas une passagère ordinaire. Amara était l'une des principales actionnaires d'Horizon Airlines, la compagnie qui opérait ce vol. Son père, Victor Johnson, un titan de l'industrie aérienne, avait bâti cet empire avant de disparaître tragiquement un an plus tôt. Ses parts, colossales, avaient été transmises à Amara. Bien que jeune, elle comprenait le pouvoir qu'elle détenait, mais elle refusait de s'en vanter. Amara ne voulait pas de traitement de faveur. Elle voulait prouver sa valeur par ses propres mérites, non par l'argent de son père. Lorsqu'elle franchit la porte menant à la cabine de première classe, Amara sentit quelques regards curieux se poser sur elle. Une adolescente noire, seule, dans cette section réservée aux élites, cela semblait incongru. Mais elle ignora les œillades, relevant son sac pour le ranger soigneusement dans le compartiment au-dessus de son siège. Elle s'installa dans un fauteuil en cuir luxueux, bien plus spacieux que les rangées étriquées de la classe économique. L'écran devant elle affichait un menu de service exclusif. Repas gastronomiques, boissons gratuites, commodités réservées aux passagers d'exception. Amara n'y prêta aucune attention. Elle ouvrit son sac, en sortit son ordinateur portable et lança un devoir de mathématiques. Malgré l'immense fortune dont elle avait hérité, Amara restait focalisée sur ses études. Elle ne voulait pas dépendre de la richesse familiale. Elle voulait tracer son propre chemin, comprendre le monde, apprendre, pour un jour reprendre les rênes de l'entreprise de son père. Mais elle n'avait aucune idée qu'en quelques minutes, ce vol deviendrait un test bien plus redoutable que n'importe quel examen scolaire. Alors qu'elle parcourait les lignes de formules mathématiques sur son écran, un frisson la traversa. Quelqu'un l'observait. Elle leva les yeux discrètement. À l'avant de la cabine, une hôtesse de l'air d'âge mûr, Karen Holt, avançait dans l'allée. Karen, avec plus de 15 ans d'expérience dans l'aviation, se targuait de son professionnalisme. Mais ce professionnalisme s'accompagnait d'une attitude critique, jugeant les passagers selon des critères personnels, souvent injustes. Aujourd'hui ne faisait pas exception. Lorsque son regard se posa sur Amara, une jeune fille noire assise bien droite dans un siège de première classe, une lueur de suspicion traversa ses yeux. Une lycéenne, sans parents, en première classe, cela n'avait aucun sens. Karen avait une habitude tacite qu'elle n'admettait jamais à elle-même. Elle faisait des suppositions sur ceux qui méritaient d'être en première classe. Pour elle, cet espace était réservé aux hommes d'affaires prospères, aux célébrités ou, à la rigueur, à des passagers âgés à l'allure sophistiquée. Une adolescente en uniforme scolaire, avec des tresses et des baskets? Hors de question. Karen s'approcha d'Amara, ses yeux perçants la scrutant comme si elle cherchait un signe de culpabilité. « Mademoiselle, êtes-vous sûre d'être à la bonne place? Puis-je voir votre billet? »
Sa voix, bien que basse, portait une tonalité tranchante, teintée de méfiance non dissimulée. Amara cligna des yeux lentement, puis leva un regard calme. Elle perçut immédiatement le doute dans les mots de Karen, mais resta impassible. Elle avait déjà croisé des gens comme elle, ceux que sa présence dans un espace privilégié dérangeait. Sans un mot de protestation, elle sortit son billet et le tendit à Karen, ses yeux revenant à son écran, comme si cette interruption n'était qu'un désagrément mineur. Karen saisit le billet, le tournant et le retournant, examinant chaque mot comme si elle s'attendait à y trouver une erreur. Lorsqu'elle vit les mots « première classe »,« siège 3A » imprimés nettement, ses yeux se plissèrent et ses lèvres se pincèrent. Quelque chose clochait, pensa-t-elle. Elle releva les yeux vers Amara, une jeune fille sans aucun signe de luxe, sans sac de marque, sans bijoux scintillants. Cela ne collait pas. Un silence tendu s'étira. Enfin, Amara leva les yeux, croisant le regard de Karen, calme mais résolu. « Oui, c'est ma place. J'ai acheté ce billet il y a longtemps. » La réponse était concise, directe, sans la moindre hésitation, empreinte d'une confiance tranquille. Mais Karen n'était pas convaincue. Une gêne monta en elle, en partie à cause de l'incroyable assurance d'Amara, en partie parce qu'elle refusait de croire que ce billet appartenait vraiment à cette fille. Elle rendit le billet d'un geste sec, les lèvres pincées, puis tourna les talons. Mais dans son esprit, l'histoire n'était pas terminée. Elle devait vérifier. Karen s'éloigna, mais l'inconfort persistait. Ce n'était pas qu'Amara semblait suspecte, mais son calme déstabilisant donnait à Karen l'impression de perdre le contrôle. En 15 ans de carrière, elle avait vu d'innombrables passagers en première classe. Elle pouvait repérer instantanément ceux qui appartenaient à cet espace. Hommes d'affaires en costume sur mesure, célébrités aux lunettes de soleil hors de prix, familles riches avec leurs enfants gâtés. Tous avaient une aura particulière. Mais Amara, une adolescente noire en uniforme scolaire, avec un sac à dos banal, assise sans la moindre excitation? Quelque chose n'allait pas. L'inquiétude grandissait. Karen savait qu'elle ne pouvait rien faire dans l'immédiat, mais son instinct la poussait à agir. Elle se dirigea vers l'arrière de la cabine, où un écran réservé au personnel permettait de vérifier les informations des vols. Ses doigts pianotèrent rapidement sur le panneau, entrant le numéro du billet d'Amara. Les données apparurent. Amara Johnson, billet de première classe, siège 3A, payé intégralement. Karen fronça les sourcils. Aucune erreur, aucun signe d'un surclassement ou d'un problème système. Mais au lieu de se sentir rassurée, elle devint plus frustrée. Une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être utilisait-elle le billet de quelqu'un d'autre. De retour en première classe, Karen marcha droit vers Amara, cette fois sans hésitation. Sa voix était plus ferme, assez forte pour que les passagers alentour l'entendent. « Il semble y avoir un problème », dit-elle, son ton chargé d'autorité. Amara releva les yeux de son ordinateur, une lueur de prudence dans le regard. « Je vous ai déjà donné mon billet », répondit-elle, sa voix calme mais plus ferme qu'auparavant. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à vérifier. » Karen croisa les bras, scrutant Amara comme si elle attendait qu'elle se trahisse. « Vous voyagez seul ?» demanda-t-elle, appuyant délibérément sur le mot « seul ». Amara la fixa un instant avant de répondre. « Oui, je voyage seul. » Karen jeta un coup d'œil autour d'elle, comme pour chercher une confirmation parmi les autres passagers. Un homme d'âge mûr, Reginald Pierce, assis au siège 2B, haussa un sourcil, observa Amara, puis murmura quelque chose à sa femme, un rictus méprisant sur le visage. Une femme en tailleur, au rang 4, chuchota à son collègue, ses yeux pleins de doute. L'atmosphère devint lourde, les regards pesant sur Amara comme une accusation silencieuse. Puis, soudain, Reginald Pierce, un homme d'affaires arrogant en costume hors de prix, éleva la voix, assez fort pour que tous l'entendent. « Franchement, des gamines comme elle n'ont rien à faire ici. C'est une insulte à ceux qui paient pour ce privilège. » Des murmures d'approbation s'élevèrent, certains passagers hochant la tête, d'autres riant sous cape. Amara sentit son cœur se serrer, mais son visage resta impassible. Elle refusait de leur donner la satisfaction de voir sa douleur.
Karen, encouragée par les commentaires de Pierce, redressa les épaules. « Je vais devoir vous demander de quitter ce siège immédiatement, déclara-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Vous devrez passer en classe économique. » L'air dans la cabine de première classe se figea. Amara cligna des yeux, presque incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Vous voulez que je quitte mon siège ?» répéta-t-elle, sa voix calme mais vibrante d'une colère contenue. « Exactement, » affirma Karen, main sur les hanches. « Sinon, je devrais appeler la sécurité. » Cette menace frappa Amara comme un coup de poignard. Elle sentit l'humiliation dans chaque mot de Karen, dans les rires étouffés des passagers, dans les regards qui la disséquaient. Pierce croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres, et lança « Allez, petite, fais pas d'histoire, retourne à ta place. » Un autre passager, une femme en manteau de fourrure, ricana bruyamment, son téléphone déjà sorti pour filmer la scène. « Ça va faire un carton sur les réseaux », murmura-t-elle à son voisin, qui acquiesça avec un sourire cruel. Amara sentit la colère monter, mais elle la ravala. Elle pouvait se lever, protester, exiger des explications, mais elle savait que cela ne changerait rien. Ces gens avaient déjà décidé qu'elle ne méritait pas d'être là. Prenant une profonde inspiration, Amara referma lentement son ordinateur et le glissa dans son sac. « Je comprends », dit-elle, sa voix douce mais claire, résonnant dans le silence tendu. Elle se leva, sans un mot de plus, sans colère visible, sans larmes. Juste un silence lourd, chargé de dignité. Elle passa son sac sur son épaule et lança un dernier regard à Karen, non pas de peur ou de soumission, mais d'une froide observation, comme si elle mémorisait chaque détail de son visage. Karen, bras croisés, la regardait partir avec un air triomphant. Pierce applaudit lentement, moqueur, déclenchant quelques rires parmi les autres passagers. « Bien joué », lança-t-il à Karen, qui hocha la tête, satisfaite. Amara traversa l'allée étroite de la première classe, passant devant les sièges spacieux et les tables nappées de lin. Lorsqu'elle entra en classe économique, l'atmosphère changea du tout au tout. Les sièges étaient serrés, l'espace exigu, sans menu raffiné ni vin coûteux. Elle trouva un siège vide entre deux inconnus, posa son sac à ses pieds et attacha sa ceinture en silence. Elle fixa la fenêtre, le verre reflétant son visage calme, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Dehors, le soleil scintillait sur les ailes de l'avion, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage dans son cœur. Amara n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Elle connaissait les regards sceptiques, les questions teintées de préjugés, les innombrables fois où on l'avait sous-estimée à cause de sa couleur de peau et de son âge. Mais jamais elle n'avait été humiliée si ouvertement, si cruellement, dans un siège qu'elle avait le droit d'occuper, dans la compagnie aérienne que son père avait contribué à bâtir. Les rires de Pierce, les murmures des autres passagers, le téléphone de cette femme filmant son humiliation, tout cela s'enfonçait en elle comme des aiguilles. Elle prit une lente inspiration, s'efforçant de ne pas laisser ses émotions la submerger. Elle n'était pas impulsive. Réagir maintenant ne ferait qu'aggraver les choses, mais cela ne signifiait pas qu'elle allait laisser passer. Amara ouvrit son sac, sortit son téléphone et tapa rapidement un message. « Oncle David, il s'est passé quelque chose sur ce vol. J'ai besoin de votre aide. » Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. « Reste calme, ne bouge pas, je m'en occupe. » Amara exhala lentement. David Lawson, l'homme qu'elle venait de contacter, n'était pas seulement le conseiller financier de la famille. Il gérait également toutes ses parts dans Horizon Airlines. Ancien bras droit de son père, il avait aidé à construire cet empire. Après la mort de son père, David s'était assuré qu'Amara conserve le contrôle de la compagnie. C'était un homme redoutable, et elle savait qu'il ne laisserait pas cette insulte sans réponse. Amara posa son téléphone, son visage toujours calme, mais son esprit déjà en ébullition. Elle connaissait le fonctionnement de la compagnie aérienne. Elle savait que chaque action des hôtesses était enregistrée dans des rapports internes. Elle savait aussi que chaque vol disposait d'une ligne de communication directe avec le centre des opérations,
où des décisions importantes pouvaient être prises immédiatement. Et surtout, elle savait que Karen ignorait totalement à qui elle venait de s'en prendre. Amara n'avait pas besoin d'élever la voix, de faire une scène ou de protester sur le champ. Elle n'avait qu'à attendre. Et dans ce silence, sa colère se transformait en une détermination froide, implacable, prête à renverser le cours des choses. La cabine de première classe d'Horizon Airlines baignait dans une lumière tamisée, les passagers sirotant des coupes de champagne et dégustant des amuse-bouches raffinées, inconscients du séisme qui allait bientôt secouer ce vol. Karen Holt, l'hôtesse de l'air qui venait d'humilier Amara Johnson en la chassant de son siège légitime, se tenait près du comptoir de service, un sourire satisfait aux lèvres. Elle ajusta son uniforme, lissant les plis de sa jupe, persuadée d'avoir remis les choses en ordre. Pour elle, Amara, une adolescente noire en uniforme scolaire, n'avait rien à faire parmi l'élite de la première classe. Karen croyait avoir agi avec professionnalisme, protégeant les standards de cet espace exclusif. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que son arrogance venait de déclencher une tempête dont elle ne sortirait pas indemne. Dans la classe économique, Amara, assise dans un siège étroit, fixait la fenêtre, son visage impassible masquant une colère bouillonnante. Elle venait d'envoyer un message à son oncle, David Lawson, l'homme qui gérait ses 45% de parts dans la compagnie aérienne. Et maintenant, elle attendait, calme, mais avec une détermination d'acier. Quelques minutes plus tard, l'intercom grésilla et la voix du capitaine brisa le calme apparent de la cabine. Karen allait découvrir qu'elle avait commis l'erreur de sa vie. Karen, toujours près du comptoir, vérifiait la liste des commandes de repas VIP lorsqu'un collègue, Denis Moreau, un steward expérimenté aux tempes grisonnantes, s'approcha. Son visage, habituellement jovial, était marqué par une tension inhabituelle. « Karen, tu es sûre de ce que tu as fait ?» demanda-t-il à voix basse, ses yeux scrutant les siens. Karen haussa les épaules, agacée. « Bien sûr, j'ai suivi le protocole. Cette gamine n'avait rien à faire là. J'ai vérifié son billet, tout était en ordre, mais, tu l'as vu, elle ne correspond pas. » Denis secoua la tête, un soupir lourd s'échappant de ses lèvres. « Tu ne comprends pas, Karen. Ce n'est pas une question de protocole. Tu viens de t'en prendre à quelqu'un que tu n'aurais jamais dû toucher. » Karen ricana, croisant les bras. « Quoi, une lycéenne prétentieuse qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands? S'il te plaît, Denis. » Mais le regard de Denis, chargé d'un mélange de pitié et d'avertissement, la fit vaciller. « Tu verras, » murmura-t-il avant de s'éloigner. À cet instant, l'intercom crépita et une voix grave résonna. « Karen Holt, ici le capitaine James Carter. Présentez-vous immédiatement dans le cockpit. » Le ton était sec, sans appel, et Karen sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Pourquoi le capitaine la convoquait-il personnellement? Elle lissa une dernière fois son uniforme, tentant de masquer son malaise, et se dirigea vers l'avant de l'avion. Les passagers de première classe, absorbés par leurs écrans ou leurs conversations, ne lui prêtèrent aucune attention, mais Karen sentait leurs regards comme des aiguilles sur sa peau. Chaque pas vers le cockpit semblait alourdir l'air autour d'elle, comme si elle marchait vers un tribunal invisible. Lorsqu'elle entra dans le cockpit, la porte se referma derrière elle avec un claquement sourd. Le capitaine James Carter, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par des années de vol, pivota dans son siège. À ses côtés, le copilote, Nathan Dubois, fixait ses instruments, évitant son regard. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. « Asseyez-vous » ordonna Carter, sa voix basse mais tranchante comme une lame. Karen obéit, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Le capitaine la dévisagea un long moment, ses yeux perçants semblant fouiller son âme. Enfin, il parla, et chaque mot tomba comme un couperet. « Karen, vous venez de déplacer une passagère de première classe vers l'économie. Amara Johnson. Savez-vous qui elle est? » Karen déglutit, son cœur battant à tout rompre. « Une adolescente qui n'avait pas l'air à sa place, » balbutia-t-elle, tentant de justifier son acte. « J'ai vérifié son billet, mais... » Carter l'interrompit, son ton glacial. « Amara Johnson détient 45% des parts d'Horizon Airlines.
Elle est la principale actionnaire de cette compagnie, et vous l'avez humiliée devant tout le monde. Le monde de Karen s'effondra. Ses oreilles bourdonnèrent, et une vague de nausée la submergea. « Quoi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ce n'est pas possible. Une gamine. » Carter glissa une tablette vers elle, l'écran affichant le profil d'actionnaire d'Amara. Amara Johnson, 45% des parts. Karen fixa les chiffres, son esprit refusant d'accepter la réalité. Une adolescente de 17 ans, en uniforme scolaire, contrôlait la compagnie pour laquelle elle travaillait depuis 15 ans. C'était inconcevable. Ce n'est pas tout, poursuivit Carter, son regard dur. La direction a été informée. Ils exigent que vous présentiez des excuses publiques à Mademoiselle Johnson devant les passagers et que vous la rameniez en première classe, immédiatement. Karen sentit ses jambes flageoler, même assise. Des excuses publiques? Devant les mêmes passagers qui avaient ri, applaudi, filmé l'humiliation d'Amara? Devant Reginald Pierce, cet homme d'affaires odieux qui l'avait encouragé avec ses remarques venimeuses? Mais, tenta-t-elle, mais Carter leva une main pour la faire taire. Vous n'avez pas le choix, Karen, et priez pour que cela suffise. Vous venez peut-être de ruiner votre carrière. Karen quitta le cockpit, ses jambes lourdes comme du plomb. Elle traversa la cabine de première classe, où Reginald Pierce, avachi dans son siège, sirotait un whisky, un sourire narquois aux lèvres. Il ne se doutait pas que l'adolescente qui l'avait moqué était sur le point de bouleverser leur monde. Karen s'arrêta un instant près du comptoir de service, ses mains tremblantes, agrippant le bord. Denis, qui l'observait de loin, murmura « Je t'avais prévenu ». Mais Karen ne répondit pas. Elle était trop occupée à lutter contre la panique qui montait en elle. Elle devait s'excuser. Elle devait ramener Amara. Mais comment? Après ce qu'elle avait fait, après avoir galvanisé les préjugés des autres passagers, comment pouvait-elle se tenir devant eux et admettre son erreur? Prenant une profonde inspiration, Karen se dirigea vers la classe économique. Chaque pas était une épreuve, comme si le sol de l'avion allait s'ouvrir sous ses pieds. Lorsqu'elle atteignit la rangée où Amara était assise, elle s'arrêta net. Amara, toujours près de la fenêtre, semblait imperturbable, son regard fixé sur l'horizon. À côté d'elle, une jeune mère, Sarah Nguyen, tenait la main de son fils de 5 ans, qui dormait paisiblement. Sarah lança un regard glacial à Karen, comme si elle devinait l'injustice qui venait de se produire. Karen déglutit, sa gorge sèche, et s'éclaircit la voix. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix tremblante mais assez forte pour attirer l'attention des passagers à proximité. Les têtes se tournèrent, les conversations s'arrêtèrent. « Je dois m'excuser pour une erreur. Mademoiselle Johnson, » elle se tourna vers Amara. « Je vous présente mes excuses pour vous avoir déplacé. Votre place est en première classe. Veuillez me suivre. » Un silence oppressant s'installa. Tous les yeux étaient rivés sur Amara, attendant sa réaction. Reginald Pierce, qui s'était levé pour mieux voir, ricana doucement, murmurant à sa femme. « Elle va refuser, cette petite arrogante. » Mais Amara ne bougea pas. Elle tourna lentement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Karen. Son regard était profond, impassible, mais chargé d'une puissance qui fit frissonner Karen. Puis, d'une voix lente et claire, Amara répondit « Pas besoin, je suis bien là où je suis. » Les mots frappèrent Karen comme un coup de poing. Elle cligna des yeux, abasourdie. « Pardon ?» balbutia-t-elle, espérant avoir mal entendu. Amara répéta, son ton plus ferme. « Je suis bien ici. Vous avez dit que c'était ma place, non ?» Un murmure parcourut la cabine. Sarah Nguyen, la jeune mère, esquissa un sourire discret, impressionné par le calme d'Amara. Mais pour Karen, c'était une catastrophe. Elle avait espéré qu'Amara accepterait les excuses, retournerait en première classe et que tout serait oublié. Mais ce refus changeait tout. Il signifiait que l'histoire n'était pas terminée, que les conséquences de ses actes allaient s'amplifier. Karen sentit une sueur froide couler dans son dos. « Mademoiselle Johnson » insista-t-elle, sa voix montant d'un cran. « C'est un ordre de la direction. Vous devez retourner en première classe. »
Amara inclina légèrement la tête comme si elle évaluait Karen, puis répondit, ses mots tranchants comme une lame. Un ordre de la direction ou de vous? La question cloua Karen sur place. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait agi sans raison valable, qu'elle avait laissé ses préjugés dicter ses actions. Elle ne pouvait pas nier qu'elle était la seule responsable de cette situation. Et pire encore, elle sentait que tous les passagers l'observaient, jugeant son humiliation comme ils avaient jugé celle d'Amara. Reginald Pierce, toujours debout, éclata d'un rire moqueur. « Quelle blague! Elle se fait remettre à sa place par une gamine !» lança-t-il, provoquant quelques rires parmi les autres passagers de première classe qui avaient rejoint la scène. Mais dans la classe économique, l'atmosphère était différente. Sarah Nguyen se pencha vers Amara et murmura « Ne les laissez pas vous briser. J'ai vu cette femme humilier d'autres personnes avant. Vous êtes plus forte qu'eux. » Amara hocha légèrement la tête, reconnaissante, mais son regard resta fixé sur Karen. Elle n'avait pas besoin de crier, de faire une scène. Son refus, calme et calculé, était une arme bien plus puissante. Karen, rouge de honte, tenta une dernière fois. « Mademoiselle, je vous en prie, suivez-moi. » Mais Amara se contenta de secouer la tête, retournant son attention vers la fenêtre. Le message était clair. Elle ne bougerait pas. Karen, tremblante, tourna les talons et s'éloigna, ses pas lourds résonnant dans l'allée. Elle sentait les regards des passagers, les murmures, les téléphones sortis pour filmer la scène. Elle avait voulu humilier Amara, mais c'était elle qui se retrouvait exposée, vulnérable, impuissante. De retour en première classe, Karen s'appuya contre le comptoir, ses mains tremblantes. Denis, qui n'avait rien manqué de l'échange, s'approcha. « Tu as creusé ta propre tombe, Karen, » dit-il, sa voix dépourvue de compassion. Karen le fusilla du regard, mais elle n'avait pas de réponse. Elle savait qu'il avait raison. Ce qu'elle ignorait, c'était l'ampleur de la tempête qu'elle venait de déclencher. Dans la classe économique, Amara sortit son téléphone. Un nouveau message de David Lawson venait d'arriver. « La direction est en réunion d'urgence. Reste calme, ils vont payer pour ça. » Amara esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Elle n'avait pas besoin de se battre dans cette cabine. David, avec son influence et sa connaissance du système, s'occupait de tout, et elle savait que lorsqu'il agissait, les conséquences étaient implacables. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflammaient. Les vidéos filmées par les passagers, l'humiliation d'Amara, les rires de Pierce, la tentative d'excuse de Karen, circulaient à une vitesse fulgurante. Une passagère, une étudiante nommée Clara Dubois, assise à quelques rangs d'Amara, posta la vidéo avec la légende. Horizon Airlines laisse ses hôtesses discriminer une adolescente noire en première classe. Honteux. Sage Justice pour Amara. En quelques minutes, le hashtag Sage Justice pour Amara devint viral, attirant l'attention de milliers d'internautes indignés. Des commentaires affluaient. « C'est inacceptable. Cette hôtesse doit être virée. Horizon Airlines, faites quelque chose. » Clara, voyant l'ampleur de la réaction, envoya un message privé à Amara via les réseaux sociaux. « Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Votre force m'inspire. On est avec vous. » Amara lut le message, touchée mais toujours concentrée. Elle n'était pas là pour chercher la sympathie. Elle voulait du changement, et elle savait que David Lawson était déjà en train de mettre les rouages en mouvement. De son côté, Karen, toujours près du comptoir, sentit une nouvelle vague de panique l'envahir lorsque Denis lui tendit son téléphone. « Regarde ça, » dit-il, montrant l'écran. La vidéo de son échange avec Amara tournait en boucle sur les réseaux, accompagnée de commentaires cinglants. Karen blêmit, ses mains tremblantes lâchant presque le téléphone. « Comment c'est possible ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. Denis haussa les épaules. « Tu as voulu jouer les justicières, Karen. Maintenant, le monde entier te regarde. » L'intercom grésilla à nouveau. « Karen Holt, au cockpit, maintenant !» ordonna la voix du capitaine Carter, encore plus froide qu'auparavant. Karen sentit ses jambes céder sous elle. Elle savait que cette convocation n'était pas anodine.
Lorsqu'elle entra dans le cockpit, Carter ne la laissa même pas s'asseoir. La direction exige un rapport complet sur vos actions, dit-il, ses yeux lançant des éclairs. Et ils veulent savoir pourquoi vous avez ciblé une actionnaire majoritaire. Karen ouvrit la bouche pour se défendre, mais les mots lui manquèrent. Je ne savais pas qui elle était, balbutia-t-elle. Carter secoua la tête, dégoûté. Ce n'est pas une excuse. Vous avez jugé une passagère sur son apparence, et maintenant vous allez en payer le prix. Karen quitta le cockpit, le visage blême. Elle savait que sa carrière était en jeu, mais ce qu'elle ressentait allait au-delà de la peur de perdre son emploi. C'était une humiliation totale, une chute brutale de l'arrogance qui l'avait portée pendant des années. Elle repensa à un incident, quelques mois plus tôt, où elle avait humilié un couple de personnes âgées asiatiques, les forçant à prouver leur identité pour un simple contrôle de billets. Sa superviseure, Linda Voss, avait étouffé l'affaire, lui disant de « faire attention la prochaine fois ». Mais cette fois, il n'y aurait pas de couverture. Linda elle-même risquait d'être entraînée dans ce scandale, car Amara n'était pas une passagère ordinaire. Elle était une force que Karen avait sous-estimée, et maintenant, cette force était sur le point de tout renverser. Dans la classe économique, Amara restait immobile, son regard fixé sur l'horizon. Sarah Nguyen, la jeune mère à côté d'elle, brisa le silence. « Vous savez, cette hôtesse m'a déjà fait un coup pareil, » murmura-t-elle. « J'étais en classe affaires, et elle m'a accusé de ne pas avoir payé mon surclassement. J'ai dû montrer 3 fois mon billet. » Amara tourna la tête, surprise par cette confession. « Pourquoi vous ne vous êtes pas plainte ?» demanda-t-elle. Sarah soupira. « Parce que je ne voulais pas faire d'histoire, mais vous êtes différente. Vous ne vous laissez pas faire. » Amara esquissa un sourire discret. « Je ne fais pas ça pour moi, » répondit-elle. « Je le fais pour que personne d'autre n'ait à subir ça. » À cet instant, l'avion entama sa descente, les moteurs vrombissant doucement. Les passagers commencèrent à rassembler leurs affaires, mais pour Karen, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Elle savait que l'atterrissage ne marquerait pas la fin de cette épreuve, mais le début d'un cauchemar bien plus grand. Lorsqu'elle retourna en première classe, elle croisa le regard de Reginald Pierce qui lui lança un clin d'œil moqueur. « Alors, elle t'a donné du fil à retordre, hein ?» dit-il, riant. Karen ne répondit pas. Elle sentait le poids du monde sur ses épaules, et pour la première fois de sa vie, elle comprit ce que signifiait être de l'autre côté du pouvoir. Dans la classe économique, Amara rangea son téléphone, son esprit déjà tourné vers ce qui l'attendait. David Lawson lui avait envoyé un dernier message. « Prépare-toi, la direction veut te voir dès l'atterrissage. » Amara ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Elle n'était pas seulement une adolescente. Elle était une héritière, une visionnaire, une force de changement. Et elle était prête à faire trembler Horizon Airlines jusqu'à ses fondations. Karen, Pierce et tous ceux qui avaient ri d'elle allaient bientôt comprendre qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. Le vent tournait et il soufflait avec une fureur implacable. L'avion d'Horizon Airlines atterrit avec une douceur trompeuse, mais pour Karen Holt, l'hôtesse de l'air qui avait humilié Amara Johnson, c'était comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Quelques heures plus tôt, elle avait chassé Amara de son siège de première classe, encouragée par les rires moqueurs de passagers comme Reginald Pierce, convaincue qu'une adolescente noire en uniforme scolaire n'avait rien à faire parmi l'élite. Maintenant, elle savait la vérité. Amara, à seulement 17 ans, détenait 45% des parts de la compagnie aérienne, un pouvoir qui faisait trembler les plus hauts dirigeants. Alors que les passagers descendaient, Karen, escortée par 2 agents de sécurité interne, sentait chaque pas comme une marche vers l'échafaud. Pendant ce temps, Amara Johnson, toujours assise dans son siège exigu de classe économique, rangeait son téléphone avec une calme assurance. Un message de son oncle, David Lawson, venait de confirmer ce qu'elle attendait. « La direction t'attend dans leur bureau. Sois prête à frapper fort. » Amara n'était pas là pour se venger. Elle était là pour changer un système corrompu,
et elle allait le faire avec une détermination qui ferait plier jusqu'aux plus arrogants. Ce qui allait se passer dans les heures suivantes ne serait pas seulement une leçon pour Karen ou Pierce, mais une révolution qui ébranlerait l'industrie aérienne tout entière. Karen, flanquée des 2 agents de sécurité, descendit la passerelle de l'avion, ses mains tremblantes agrippant son sac. Les regards des passagers, curieux et scrutateurs, la transperçaient comme des flèches. Une femme d'âge mûr murmura à son mari. « On dirait qu'elle a été arrêtée. » Ces mots, bien que chuchotés, frappèrent Karen comme un coup de poignard. Elle, qui avait toujours incarné l'autorité à bord, était maintenant une accusée, une paria. Lorsqu'elle passa près de la classe économique, ses yeux croisèrent une dernière fois ceux d'Amara. La jeune fille, toujours assise, ne montrait ni colère ni triomphe, seulement une certitude absolue, un calme suffocant qui donna à Karen l'impression de se noyer. Amara ne dit rien, mais son regard parlait pour elle. Elle avait gagné, et Karen le savait. Incapable de supporter cette intensité, Karen détourna les yeux et pressa le pas, guidée vers une voiture noire ornée du logo d'Horizon Airlines qui l'attendait au pied de l'avion. Elle monta à l'arrière, le cœur battant à tout rompre, consciente que ce trajet la menait non pas vers une explication, mais vers un jugement. Pendant ce temps, Amara descendit de l'avion avec une démarche posée, son sac à dos sur l'épaule. Sarah Nguyen, la jeune mère qui l'avait soutenue en classe économique, s'approcha timidement. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, son fils endormi dans ses bras. Amara hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Merci pour ce que vous avez dit là-haut. Ça compte. » Sarah rougit, émue. « Ce que vous faites, c'est incroyable. Je vais partager votre histoire. Les gens doivent savoir. » Amara acquiesça, touchée mais déjà concentrée sur ce qui l'attendait. Clara Dubois, l'étudiante qui avait posté la vidéo virale avec le hashtag Justice pour Amara, l'intercepta près de la porte de sortie. « Amara, je voulais juste dire que vous êtes une inspiration, » balbutia-t-elle, son téléphone à la main. La vidéo a déjà des milliers de partages. Les gens sont furieux. Amara la fixa un instant, puis répondit « Alors continuons à les rendre furieux, jusqu'à ce que ça change. » Nalhiyo. Clara hocha la tête, galvanisée, et promit de relayer chaque développement. Amara traversa le terminal, ignorant les regards curieux des autres voyageurs. Elle monta dans une voiture envoyée par David Lawson, qui l'attendait à l'extérieur. À l'intérieur, David, un homme d'une 50aine d'années, au costume impeccable et au regard acéré, l'accueillit avec un sourire discret. « Tu as géré ça comme une pro, » dit-il, sa voix teintée de fierté. « Mais ce n'est que le début. La direction est en panique. Ils savent qui tu es, et ils savent qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. » Amara serra les lèvres, son regard fixé sur la route. « Ils vont essayer de m'acheter avec des excuses. Je ne veux pas d'excuses. Je veux du changement. » David hocha la tête. « Alors, on va leur en donner. Allons-y. » La voiture s'arrêta devant le siège social d'Horizon Airlines, un immeuble de verre scintillant qui dominait l'horizon de la ville. Amara entra dans le hall, son uniforme scolaire contrastant avec l'opulence du lieu. Les employés s'arrêtèrent pour la dévisager, murmures et regards suivant chacun de ses pas. Elle monta au dernier étage, où une salle de conférence l'attendait. Lorsqu'elle poussa les portes, un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Autour d'une longue table en acajou poli, 5 membres du conseil d'administration la fixaient, leur visage un mélange de tension et d'incrédulité. Au centre, Richard Delacroix, le PDG, un homme aux cheveux poivre et sel et au regard calculateur, se leva pour l'accueillir. À ses côtés, Karen Moore, directrice du service client, scribouillait nerveusement des notes. Michael Langley, le directeur financier, croisait les bras, un rictus sceptique aux lèvres. Charles Grayson, un membre influent du conseil, arborait une arrogance à peine dissimulée. Et enfin, Linda Voss, la superviseure de Karen Holt, semblait vouloir disparaître dans son siège. Richard Delacroix brisa le silence, sa voix mielleuse mais tendue.
Mademoiselle Johnson, au nom d'Horizon Airlines, je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour ce qui s'est passé à bord. Ce comportement ne reflète pas nos valeurs, et nous. Amara leva une main, le coupant net. Son geste, simple mais autoritaire, fit taire la pièce. « Je ne suis pas ici pour entendre des excuses, » dit-elle, sa voix froide, tranchante, vibrante d'une colère contenue. Vos valeurs ont permis qu'une adolescente soit humiliée devant tout un avion, filmée, moquée, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image de votre première classe. Vos valeurs ont permis à Karen Holt de cibler des passagers en fonction de leur apparence et à Linda Voss de couvrir ses agissements. Elle pointa un regard accusateur vers Linda, qui blêmit. « Ne me parlez pas de valeurs. Parlez-moi de ce que vous allez changer. » Un silence glacial s'installa. Charles Grayson, le membre arrogant du conseil, se racla la gorge, un sourire condescendant aux lèvres. « Mademoiselle Johnson, avec tout le respect, vous êtes très jeune. Ces questions sont complexes et nous avons des équipes pour gérer. » Amara l'interrompit, son ton aussi dur que l'acier. « Jeune? Peut-être, mais je détiens 45% de cette compagnie. Si je vends mes parts demain, votre cours boursier s'effondre, et vous le savez. Alors, ne me parlez pas de mon âge, parlez-moi de solutions, ou je ferai en sorte que cette réunion soit la dernière que vous présidez. » Un hoquet de stupeur échappa à Karen Moore. Michael Langley décroisa les bras, soudain mal à l'aise. Grayson, rouge de colère, ouvrit la bouche pour répliquer, mais Richard Delacroix leva une main pour l'arrêter. « Mademoiselle Johnson, » dit-il, sa voix tremblante, « nous vous écoutons. » Amara posa son sac sur la table et en sortit un dossier soigneusement préparé. Elle l'ouvrit, ses mouvements précis, presque théâtraux, captant l'attention de tous. « Voici ce que je veux, » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Premièrement, une réforme complète des programmes de formation des hôtesses et stewards. Pas seulement sur le service, mais sur la reconnaissance et l'élimination des préjugés inconscients. Chaque employé devra suivre des sessions obligatoires sur la discrimination, avec des évaluations régulières. Karen Moore hocha la tête, griffonnant frénétiquement. Amara poursuivit, son ton s'intensifiant. Deuxièmement, je veux un système de surveillance des comportements discriminatoires sur tous les vols. Les passagers doivent pouvoir signaler immédiatement tout traitement injuste, et ces signalements doivent être traités avec transparence. Plus de dissimulation, comme celle que Linda Voss a orchestrée. Linda baissa les yeux, ses mains tremblantes. Et troisièmement, conclut Amara, ses yeux balayant de la pièce, je veux que Horizon Airlines s'engage à traiter tous les passagers avec respect, quelle que soit leur apparence, leur âge ou leur origine. Pas de belles paroles, des actions. Le silence qui suivit était assourdissant. Richard Delacroix exhala lentement, posant son stylo sur la table. « Mademoiselle Johnson, » dit-il, son ton sérieux mais teinté de respect, « tout ce que vous proposez est réalisable. Nous commencerons immédiatement. » Les autres membres du conseil hochèrent la tête, conscients qu'ils n'avaient pas le choix. Amara savait qu'elle avait gagné, mais elle ne ressentait pas de triomphe personnel. Cette victoire n'était pas pour elle seule. C'était pour Sarah Nguyen, pour le couple asiatique que Karen avait humilié, pour chaque passager qui avait été jugé à tort. Elle se leva, ajusta son sac et lança un dernier regard à la pièce. « Je suivrai chaque étape de près, » dit-elle. « Ne me décevez pas. » Pendant ce temps, Karen Holt était assise dans une salle de réunion austère, face au comité disciplinaire d'Horizon Airlines. La table en acajou, les regards froids des membres du comité, l'atmosphère oppressante, tout lui rappelait qu'elle n'était plus en contrôle. Richard Hayes, le directeur des ressources humaines, prit la parole, sa voix dépourvue d'émotion. « Karen Holt, savez-vous pourquoi vous êtes ici? » Karen déglutit, tentant de garder une voix ferme. « Oui, à cause de l'incident avec une passagère sur le dernier vol. » Karen Moore, la directrice du service client, laissa échapper un rire amer. « Un incident? Vous avez expulsé la principale actionnaire de la compagnie de son siège devant des dizaines de témoins et vous appelez ça un incident? »
Karen sentit sa gorge se nouer. « Je ne savais pas qui elle était, » balbutia-t-elle. Michael Langley, le directeur financier, se pencha en avant, ses yeux plissés. « Ce n'est pas votre travail de juger qui mérite d'être en première classe. Votre travail est de servir, pas de discriminer. » Karen tenta de se défendre, sa voix montant dans l'aigu. « J'ai suivi le protocole. J'avais des doutes sur son billet, j'ai vérifié. » Mais David Mallister, vice-président des opérations, l'interrompit brutalement. « Quel protocole vous autorise à humilier une passagère payante? À encourager des passagers comme Reginald Pierce à se moquer d'elle? À laisser une situation dégénérer au point que des vidéos virales ternissent notre image? » Karen n'avait pas de réponse. Elle savait qu'elle avait creusé sa propre tombe. Hayes referma son dossier avec un claquement sec, le son résonnant comme un glas. « Karen Holt, à effet immédiat, vous êtes suspendue indéfiniment en attendant une décision finale. Signez ceci pour confirmer que vous comprenez. » Il poussa une lettre vers elle, un document officiel scellant son sort. Les mains tremblantes, Karen signa, chaque trait de stylo comme une blessure à son orgueil. Lorsqu'elle quitta la salle, elle sentit un vide immense l'envahir. 15 ans de carrière, réduits à néant en un instant. Quelques jours plus tard, Karen reçut un courriel de la direction. L'objet était clair. Notification de licenciement. Elle lut chaque mot, son cœur se serrant à chaque ligne. Après enquête, le comité disciplinaire a conclu que vos actions constituent une violation grave de nos politiques d'équité et de respect. Votre contrat est résilié avec effet immédiat. Karen fixa l'écran, les larmes qu'elle avait retenues si longtemps roulant enfin sur ses joues. Elle avait tout perdu, son emploi, sa réputation, son honneur. Dans un élan désespéré, elle ouvrit son ordinateur et rédigea un courriel à Amara. « Mademoiselle Johnson, je sais que rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Je vous présente mes excuses les plus sincères. J'ai agi par préjugé et j'en paye le prix. Je ne demande pas votre pardon, mais j'espère devenir une meilleure personne. » Elle envoya le message, le cœur lourd, sans grand espoir de réponse. 1 heure plus tard, son téléphone vibra. Un courriel d'Amara, une seule phrase. « J'espère que vous avez appris quelque chose. » Pas de pardon, pas de rédemption, juste un rappel brutal qu'elle devait assumer ses actes. Pendant ce temps, Amara ne perdait pas de temps. Dans la semaine qui suivit, Horizon Airlines publia un communiqué retentissant, relayé par les médias et affiché sur leur site officiel sous le titre « Engagement pour l'innovation. Garantir l'équité et le respect sur chaque vol. » Le communiqué détaillait des mesures immédiates, une refonte des programmes de formation pour éliminer les préjugés, un système de signalement des comportements discriminatoires accessible aux passagers, des contrôles internes renforcés avec des sanctions immédiates pour toute violation, et la création d'un conseil de surveillance des droits des clients, avec Amara comme conseillère spéciale. Ces annonces envoyèrent une onde de choc dans l'industrie aérienne. D'autres compagnies commencèrent à réévaluer leurs politiques, certaines contactant même Horizon pour s'inspirer de leurs réformes. Le nom d'Amara apparaissait dans les journaux, des colonnes financières aux tribunes sur les droits des consommateurs. Elle n'était plus une simple lycéenne, elle était devenue un symbole de justice. Mais pour Amara, la gloire importait peu. Ce qui comptait, c'était l'impact. Sarah Nguyen, inspirée par son courage, lança une pétition en ligne pour plus de responsabilité dans l'industrie aérienne, qui recueillit des milliers de signatures en quelques jours. Amara rejoignit l'initiative, renforçant son influence. Clara Dubois, l'étudiante, continua de mobiliser les réseaux sociaux, le #Justice pour Amara, devenant un cri de ralliement pour ceux qui exigeaient l'équité. Et Linda Voss, la superviseure qui avait couvert les agissements de Karen, fut suspendue à son tour après qu'Amara eut fourni des preuves de ses dissimulations passées. Le conseil d'administration, sous la pression d'Amara, n'eut d'autre choix que d'agir. Quelques mois plus tard, un autre vol d'Horizon Airlines décolla. À bord, une petite fille noire d'environ 7 ans, tenant la main de sa mère,
entra en première classe, son billet serré dans sa main. Ses yeux brillaient d'excitation. Une jeune hôtesse, fraîchement formée selon les nouveaux protocoles, s'agenouilla avec un sourire chaleureux. « Bienvenue en première classe. Votre siège est juste ici. Laissez-moi vous aider avec vos bagages. » La petite fille, surprise par cet accueil, sourit timidement. Sa mère, méfiante au départ, se détendit, voyant qu'aucune question inutile ne viendrait ternir ce moment. Personne ne douta de leur place, personne ne les scruta avec méfiance. Parce qu'Amara Johnson avait changé les règles du jeu. Amara n'avait pas laissé l'injustice qu'elle avait subie devenir un souvenir oublié. Elle en avait fait le point de départ d'une révolution silencieuse mais puissante. Elle n'avait pas besoin de grands discours ni de gestes spectaculaires. La preuve de son impact résidait dans les actions, la manière dont les hôtesses traitaient désormais les passagers, l'absence de préjugés dans leurs regards, la certitude que chaque voyageur, quel qu'il soit, méritait le respect. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, la petite fille s'installa dans son siège, un sourire radieux aux lèvres, une serviette chaude offerte par l'hôtesse dans les mains. Dehors, le ciel s'étendait, vaste et plein de promesses, et pour la première fois, personne n'osait douter. Ce qui avait commencé comme un vol ordinaire était devenu un tournant majeur, non seulement pour Amara, mais pour toute une industrie. D'une adolescente méprisée, elle était devenue une force de transformation, garantissant que nul autre ne subirait l'injustice qu'elle avait endurée. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une injustice surmontée, c'est celle de la persévérance, de la force et du pouvoir d'un individu à provoquer un changement lorsqu'il sait qu'il a le droit de se battre pour la justice. L'histoire d'Amara Johnson, cette adolescente noire de 17 ans qui, malgré une humiliation publique à bord d'un vol d'Horizon Airlines, a transformé une injustice en un mouvement de changement systémique, résonne profondément avec les valeurs françaises de justice, d'égalité et de résistance face à l'oppression. En tant que Français, nous sommes profondément attachés à l'idée que chaque individu, quelle que soit son origine ou son statut, mérite respect et dignité. Cette histoire, à la fois bouleversante et inspirante, nous invite à réfléchir à nos propres comportements, à nos préjugés inconscients et à la manière dont nous pouvons agir pour construire une société plus juste. À travers l'analyse de cette histoire, nous pouvons tirer des leçons précieuses et les appliquer dans nos vies quotidiennes, tout en puisant dans l'esprit de solidarité et de responsabilité qui caractérise la culture française. Tout d'abord, l'histoire d'Amara met en lumière l'importance de la résilience face à l'injustice. Lorsqu'elle est chassée de son siège de première classe par Karen Holt, sous les rires moqueurs des autres passagers, Amara ne cède ni à la colère ni au désespoir. Elle choisit une réponse mesurée, stratégique, canalisant sa douleur en une détermination froide pour obtenir justice. Cette résilience est une leçon universelle. Dans la vie quotidienne, nous faisons tous face à des moments d'injustice, qu'il s'agisse de discriminations subtiles au travail, de jugements hâtifs dans les interactions sociales ou de barrières systémiques. Comme Amara, nous pouvons apprendre à ne pas laisser ces moments nous définir, mais à les utiliser comme un tremplin pour agir avec dignité et détermination. En France, où l'histoire des luttes sociales, des révolutions au mouvement pour les droits des travailleurs, est profondément ancrée, cette résilience nous rappelle que le changement commence par une force intérieure, même face à l'adversité. Ensuite, l'histoire souligne le pouvoir de l'action collective et de la solidarité. Amara ne gagne pas seule. Le soutien de Sarah Nguyen, qui partage son expérience similaire, et de Clara Dubois, qui diffuse la vidéo virale avec le hashtag #Justice pour Amara, amplifie son message et force Horizon Airlines à agir. Ce phénomène reflète une valeur clé de la culture française, la solidarité. Que ce soit dans les manifestations pour les droits sociaux ou les initiatives communautaires, les Français savent que l'union fait la force. Cette leçon peut être appliquée dans nos propres cercles. Lorsque nous voyons une injustice, un collègue discriminé, un voisin marginalisé, nous pouvons choisir de ne pas rester silencieux. Partager une histoire, signaler un comportement inapproprié ou simplement offrir un mot de soutien peut faire une différence. Comme Amara,
nous devons reconnaître que le changement ne vient pas seulement des puissants, mais aussi de ceux qui osent parler et agir ensemble. Un autre enseignement majeur est la nécessité de confronter nos propres préjugés. Karen Holt agit sous l'influence de stéréotypes, supposant qu'une adolescente noire en uniforme scolaire ne pouvait pas légitimement occuper un siège de première classe. Ce comportement, bien qu'extrême, nous invite à examiner nos propres jugements inconscients. En France, où la diversité est une réalité croissante, il est crucial de reconnaître que nos perceptions peuvent être faussées par des idées préconçues sur la race, l'âge ou l'apparence. Une leçon pratique est de pratiquer l'empathie active. Avant de juger, posons-nous la question. Sur quoi est basé mon jugement? Est-ce juste? Cette introspection, bien que difficile, est essentielle pour construire une société où chacun est traité équitablement, conformément à l'idéal républicain français de liberté, égalité, fraternité. Enfin, l'histoire d'Amara nous enseigne que le pouvoir, lorsqu'il est utilisé avec responsabilité, peut transformer des systèmes entiers. En tant qu'actionnaire majoritaire, Amara aurait pu se contenter d'exiger des excuses ou une compensation personnelle. Au lieu de cela, elle impose des réformes structurelles, formation contre les préjugés, système de signalement transparent, politique de tolérance zéro. Cette approche visionnaire nous inspire à utiliser nos propres sphères d'influence, qu'il s'agisse de notre lieu de travail, de notre communauté ou de nos réseaux sociaux, pour promouvoir des changements durables. Par exemple, au travail, nous pouvons plaider pour des politiques d'inclusion. Dans nos cercles sociaux, nous pouvons éduquer sur les enjeux d'équité. Comme Amara, nous devons viser non pas des victoires éphémères, mais des transformations qui bénéficieront à tous. En conclusion, l'histoire d'Amara Johnson est un puissant rappel que l'injustice, bien que douloureuse, peut devenir un catalyseur pour le changement si nous agissons avec courage, solidarité et responsabilité. En tant que Français, nous pouvons nous inspirer de son exemple pour défendre la justice dans nos propres vies, en luttant contre les préjugés, en soutenant ceux qui sont marginalisés et en utilisant notre voix pour bâtir un avenir plus équitable. Cette histoire ne doit pas rester un simple récit. Elle doit nous pousser à agir, à réfléchir et à changer. Si cette histoire d'Amara Johnson vous a touché, si vous croyez en la justice et en l'égalité, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante. Et dans les commentaires, laissez le mot « justice » pour montrer que vous êtes avec nous dans ce combat pour un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix.